Cette rencontre est pleine de partage, d'innovation et de formation autour de la radio numérique et des technologies émergentes. Nous sommes ce jeudi 24 juillet à la 3e édition du sommet annuel des radios partenaires d'Africa Web Radio. Elle est organisée par l'Institut d'innovation technologique high-tech à travers sa solution AW.R initiée par le professeur Tairou Diarra. Ce projet panafricain vise à rendre accessibles les radios de proximité même hors de leur zone de couverture. Nous sommes ici pour que nos voix portées par les zones africaines résonnent avec plus de force, plus de clarté et plus d'unité. Nous sommes ici ensemble pour affirmer qu'à l'ère du numérique, la radio africaine est non seulement vivante, mais en marche vers une ère de coopération ambitieuse et durable. Ce projet, cher professeur Diarra, s'aligne donc pleinement sur la vision de notre pays qui ambitionne de faire du Bénin un hub technologique majeur dans la sous-région. Ce projet, donc, dont nous pouvons avoir la fierté, est né au Bénin et pensé pour l'Afrique. Il a permis de créer un écosystème de radios partenaires, de mutualiser les savoir-faire et de proposer des outils technologiques concrets pour accélérer la migration vers des radios numériques, tout en valorisant nos réalités, nos langues, nos efforts, nos talents. Pour les autorités politico-administratives présentes à cette rencontre de Grand Popo, ce partenariat est l'incarnation de la symbiose entre technologie et hospitalité pour faire rayonner la radio africaine de demain. Le thème de cette année, renforcement de la collaboration, partenariat et synergie entre radios africaines à l'ère du numérique, nous interpelle tous et nous invite à bâtir des ponts, à mettre en commun nos forces et à penser l'avenir de la radio comme un outil de cohésion, d'éducation, de développement et de paix. Ce sommet est un carrefour stratégique. C'est l'occasion de bâtir des ponts entre professionnels, d'imaginer des réseaux de coopération durable et de donner à la radio africaine une voix encore plus forte, plus moderne et plus libre. Les participants ont eu également droit à plusieurs communications, dont la présentation de la version bêta de la nouvelle version web d'Africa Web Radio 2.0, ainsi qu'à la présentation de AW.R Studio AI, en abrégé as AI. Pour chaque sommet, nous apportons des innovations. Et l'une des innovations majeures de cette édition, c'est as AI. Pour l'édition passée, c'est Africaster, qui est un outil révolutionnaire qui nous donne la possibilité de faire des diffusions en live à travers un téléphone portable. C'est un outil qui démocratise la diffusion. Donc cette année, l'innovation, c'est as AI et ces acteurs qui sont réunis autour de ce sommet, qui est un sommet africain, sont formés à l'utilisation efficace de cet outil avec comme perspective de voir sur la plateforme Africa Web Radio leur grille de programmes disponible à l'intention des auditeurs. À rappeler qu'Africa Web Radio du professeur Tairou Diarra est une solution typiquement béninoise visant la diffusion de contenus radio sur Internet et de mieux les rendre accessibles de n'importe quel point du globe terrestre. Elle a pour but de placer les médias béninois en particulier et ceux d'Afrique en général sur la toile afin de leur offrir plus de visibilité et partant d'opportunités. L'intelligence artificielle, c'est comme les réseaux sociaux qui sont venus faciliter un peu la tâche aux professionnels des médias. C'est vrai que cela contient beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Mais de toutes les façons, comme les réseaux sociaux sont venus rendre un peu la tâche facile aux professionnels des médias, de la même manière, l'intelligence artificielle est venue aider les journalistes à aller un peu plus vite. Nous avons un défi de temps désormais
il faut aller un peu plus vite désormais. D'autres l'utilisent plus pour améliorer la qualité de ce qui est fait. D'autres l'utilisent pour ne pas du tout faire le travail, avoir un test tout fait. D'autres l'utilisent pour avoir des titres qui puissent être à la hauteur du test rédigé. Donc, il faut le dire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans la presse. Bon nombre de presse, je le dirais ainsi, ne se résume qu'à une ou deux personnes et tout le reste est fait par l'ordinateur. C'est pas vrai. Il y aura toujours le journalisme. Quand les réseaux sociaux étaient arrivés, on avait prédit la mort du journalisme. On avait dit que le journalisme allait mourir. Mais le journalisme n'est pas mort aujourd'hui. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les réseaux sociaux nous ont envahis. Mais le journalisme tient toujours debout. Alors qu'au début de l'avènement des réseaux sociaux, on avait prédit la mort du journalisme. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les hommes. Lorsque, par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire les montages audio ou vidéo, c'est pour que vous alliez vite que par le passé. L'intelligence artificielle n'ira pas s'asseoir pour présenter une édition du journal parlé dans les règles de l'art. L'intelligence artificielle ne fera pas les analyses comme un homme peut le faire. L'intelligence artificielle ne va pas écrire les papiers comme un homme peut le faire. L'intelligence artificielle, par contre, peut nous aider à vite aller. Et donc, si on pense que l'intelligence artificielle va remplacer les journalistes dans les années à venir, je pense que non. Et ce ne serait pas le cas. Si les réseaux sociaux n'ont pas remplacé les médias traditionnels, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les journalistes. Si c'était le cas, je crois que l'informatique, avec son avènement, aurait déjà fini avec ce métier. Mais jusque-là, on continue. Quand je vous donne l'exemple typique de la presse écrite, qui est passée à la radio, de la radio à la télé. Aujourd'hui, l'Internet est là avec les presses en ligne. Mais ça n'a jamais cessé, ça n'a jamais empêché les gens de continuer à espérer. Donc moi, je pense que l'IA va, un peu comme le dirait l'autre, bousculer les choses, forcer le journaliste à plus travailler, à plus donner plus d'émotion dans ses papiers, à plus se donner, s'engager. Mais ce ne sera pas pour autant que l'IA mettra en péril cet organe-là. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on ne peut pas parler de narration, on ne peut pas parler d'émotion, on ne peut pas parler de nuances. Il ne vous résumera, il ne vous générera qu'un test à partir de ce que vous lui donnerez. Mais celui qui est allé sur le terrain et qui a vu les larmes, il aura sa façon de le dire. Celui qui est allé sur le terrain a vu des personnes pleurer, il y aura une émotion qui va traduire que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. C'est comme le couteau, autant ça nous aide à préparer, autant ça peut nous blesser. L'IA, autant ça peut nous faciliter la tâche, autant ça peut nous rendre, je dirais, esclaves. Et quand on devient esclave de la technologie, on met déjà un frein à son évolution. Donc si le journaliste veut progresser, profiter pleinement et à bon escient de l'intelligence artificielle, il faut de l'intelligence humaine à côté. Il ne faut pas du tout faire excès de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas compter à 100% sur l'intelligence artificielle quand vous êtes journaliste. C'est-à-dire, vous commandez un service à l'intelligence artificielle et vous utilisez directement les fruits pour vos productions journalistiques. Vous allez vous tromper et vous allez vous faire avoir. C'est là les pièges. Vous allez tomber dans les pièges. Donc, il faut toujours revoir le travail de l'intelligence artificielle avant toute diffusion, avant toute production. Il faut toujours que l'intelligence humaine revoie le travail de l'intelligence artificielle parce que les deux doivent toujours aller de pair. Il n'y a pas une qui soit au-dessus de l'autre, non. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. L'éducation de l'enfant, c'est à la fois tout lui donner pour son épanouissement. Il existe plusieurs moyens pour assurer une bonne éducation. Pour éduquer un enfant, on a beaucoup de méthodes pour une bonne éducation. Mais je pourrais dire que la première manière pour bien éduquer son enfant est basée sur la communication. La communication, cela voudra dire que quoi? J'aime mon enfant, je veux éduquer mon enfant. Je dois apprendre à passer du temps avec mon enfant. Je dois apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à faire un dialogue à des moments donnés avec mon enfant. Un parent qui n'a pas l'habitude d'accorder du temps avec à son enfant, qui ne discute pas avec son enfant, il sera difficile à ce parent de contrôler son enfant. Vous voyez? Donc il sera vraiment difficile à ce parent de contrôler son enfant. Donc cela voudra dire que pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord qu'il y ait la communication entre le parent et l'enfant.
qu'il y ait des temps d'échange entre le parent et son enfant. Le parent doit apprendre à écouter son enfant. Vous voyez? Donc, de nos jours, on a des parents qui sont vraiment, on a besoin de l'argent, on doit chercher de l'argent. Et on a des parents qui sont tellement concentrés sur le travail, le boulot et consorts, et qui ne trouvent pas du temps pour passer avec les enfants. Ce sont ces enfants qui, malgré que les parents sont bien éduqués, mais ces enfants ne reçoivent pas l'éducation idéale pour pouvoir savoir vivre dans la société. La fessée, la chicotte, les coups sont des actes parfois commis contre les enfants dans le but de leur inculquer un savoir-faire. Des faits et gestes qui ne sont pas forcément une option idéale dans le processus éducatif des enfants. Très souvent, on a tendance à éduquer les enfants avec le châtiment corporel, par exemple. On a tendance à éduquer nos enfants lorsque je lui dis une telle chose, une fois, deux fois, il ne respecte pas. On fait recours au châtiment corporel. Mais on oublie très souvent que le châtiment corporel n'est pas un moyen idéal, n'est pas le moyen idéal pour éduquer son enfant. Alors il faut fixer des règles claires, c'est-à-dire des interdits, mais des interdits clairs. Il ne faut pas fixer des interdits qui dépassent les capacités de l'enfant. Les interdits clairs, les choses que l'enfant peut faire. Il faut apprendre à l'enfant ce qu'on attend de lui au fait. Donc il faut garder d'abord que quoi? Il n'y a jamais un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants. Mais il y a des mauvais comportements. Un enfant peut avoir des mauvais comportements, mais l'enfant n'est jamais une mauvaise personne. Donc on a tendance à dire que l'enfant il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Mais c'est le contraire. Il a des mauvais comportements. Il faut chercher maintenant comment faire pour pouvoir arracher ces mauvais comportements de cet enfant. C'est ce qui nous manque. Les parents ont tendance à classer automatiquement ces enfants comme ça. Comme il a ces comportements, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Et on cherche des moyens maintenant pour pouvoir le ramener à l'ordre en faisant l'usage du châtiment corporel. Sans oublier que cet enfant qui est en train de subir le châtiment corporel va finalement commencer par te détester. C'est ça qui crée les cas de délinquants qu'on a de nos jours. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu l'amour parce que le parent est tellement dur à la maison. Moi, j'ai c'est le bâton. Et ces enfants grandissent avec la rancune dans leur cœur. Ce qui fait que demain, ce qu'ils vont développer dans leur foyer demain, c'est le châtiment corporel. Éduquer un enfant afin d'en faire un homme n'est pas une tâche aisée pour les parents. Juras Badonou prodigue ici quelques conseils. Pour mes chers parents, je pourrais dire que l'éducation de l'enfant, l'éducation des enfants, c'est une chose très très importante. Lorsque l'enfant rate son éducation, ça va agir sur lui dans la vie future. Maintenant, il faut s'assurer que l'enfant a réussi son éducation. Lorsque j'ai un enfant qui développe de bons comportements, je peux dire que j'ai réussi l'éducation de cet enfant. Maintenant, lorsque mon enfant développe de mauvais comportements, je peux totalement conclure que je n'ai pas réussi l'éducation de mon enfant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'il faut faire, il faut trouver du temps à passer avec ses enfants. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut trouver des moyens de distraction créative pour les enfants. Éduquer un enfant exige des valeurs éthiques et morales, un savoir-faire dont doivent faire preuve les parents pour assurer un devenir meilleur pour leurs enfants. Au Togo, une marche pacifique prévue vendredi 25 juillet a été interdite par les autorités. Le ministre de l'administration territoriale Awaté Odabalo explique ce refus par la sensibilité du contexte électoral et un itinéraire jugé problématique. Initiée par l'ONG Novation, cette manifestation visait à rendre hommage aux victimes des violences survenues lors des 3 jours de protestation contre le pouvoir en juin. Les organisateurs qui avaient prévu un parcours de Bekonjinji à La Vista Park en passant par le marché de Baie et le boulevard Houphouët-Boigny dénoncent un refus injustifié
Pour eux, il s'agit d'un signal d'alarme. Rappelons que les 26, 27 et 28 juin, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait au moins 7 morts, selon la société civile. Parmi les victimes, 2 ressortissants béninois ont été retrouvés noyés dans des circonstances encore mystérieuses. Ces événements faisaient suite à une mobilisation précédente déclenchée le 6 juin en réaction à l'arrestation musclée du rappeur Amron le 26 mai. Le Ghana et le Sénégal en phase avec les attentes du FMI. L'institution de Bretton Woods a salué les réformes économiques engagées par Dakar après l'épisode de sa dette cachée. La dette du Sénégal est d'environ 100% du PIB contre les 74% précédemment déclarés. Je peux également vous annoncer qu'une équipe des services du FMI se rendra à Dakar. La mission est provisoirement prévue pour la fin du mois d'août. L'objectif sera de discuter des mesures à prendre pour soumettre l'affaire de fausses déclarations à notre conseil d'administration. Nous profiterons également de l'occasion. L'équipe profitera de l'occasion pour entamer des discussions sur les contours d'un nouveau programme soutenu par les FMI pour le Sénégal. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités pour concevoir les mesures correctives visant à s'attaquer aux causes profondes des déclarations erronées et bien sûr pour renforcer le développement des capacités du Sénégal. Concernant le Ghana, autre pays d'Afrique de l'Ouest qui tente de sortir la tête de l'eau après un contexte difficile, le FMI a salué les efforts pour la consolidation de la situation budgétaire. La case prison pour Patrice Edouard Ngayisona, l'ex-président de la Fédération centrafricaine de football, a été reconnu coupable de 28 crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il a été condamné à 12 ans de prison. Patrice Edouard Ngayisona était jugé pour son rôle dans les atrocités, notamment des meurtres, des actes de torture et des attaques contre des civils en République centrafricaine entre 2013 et 2014. Alors qu'il faisait partie des hauts responsables du groupe armé anti-Balaka. Autre seigneur de guerre centrafricain condamné par la CPI, Alfred Yekatom, il écope de 15 ans de prison. Connu sous le nom de Rombo, il dirigeait un groupe d'au moins 3000 membres au sein du mouvement armé anti-Balaka. La chute de François Bozizé en 2013 avait plongé la République centrafricaine dans la violence. Le conflit opposait les milices Seleka et anti-Balaka. Alors que les paramilitaires de Wagner quittaient officiellement le Mali le 6 juin 2025, des éléments de l'Africa Corps posaient leurs valises dans le pays. Des troupes placées sous tutelle du ministère russe de la Défense, un repositionnement qui consolide l'influence russe au Sahel. C'est ce que souligne le Timbuktu Institute dans un rapport publié mercredi. Dans ce document, l'Institut basé à Dakar au Sénégal a mis en avant les champs d'action de la nouvelle entité russe sur le continent, protection des pouvoirs militaires et établissement des partenariats dans divers secteurs avec les États. La liste est loin d'être exhaustive. Derrière cet engagement du pays de Vladimir Poutine au Sahel se joue en réalité une lutte d'influence avec les pays occidentaux dont la France. Paris a perdu du terrain à Bamako et Ouagadougou entre autres, alors que la Russie est perçue dans ses capitales comme une force stabilisatrice. Les Occidentaux sont accusés de vouloir déstabiliser la région. Selon toujours le rapport des Timbuktu Institute, environ 70% du personnel de l'Africa Corps est composé d'anciens combattants de Wagner, d'où l'alerte de l'Institut sur les violations du droit international. Des centaines de citoyens dominicains ont manifesté devant le Congrès national pour s'opposer à un plan de régularisation massive d'étrangers. En mai,
Le ministre du Travail annonçait un projet en accord avec l'industrie de la construction pour régulariser des travailleurs majoritairement haïtiens. Pourquoi les chefs d'entreprise plaident-ils pour une nouvelle régularisation des Haïtiens? Parce que de cette façon, ils ne payent pas d'impôts. Vous n'avez pas à les assurer, ils préfèrent haïtianiser le pays plutôt que de payer un salaire décent au peuple dominicain et nous ne pouvons pas permettre cela. La manifestation était organisée par un groupe de droite ultranationaliste qui affirme que le gouvernement subit la pression du secteur des affaires qui dépend fortement de la main-d'œuvre haïtienne, principalement dans les secteurs de l'agriculture et de la construction. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous en avons juste assez que les Dominicains se voient refuser des opportunités qui sont données aux Haïtiens. Le gouvernement dominicain a annoncé l'année dernière qu'il expulserait jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, citant un excès d'immigrants. Actuellement, 500 000 Haïtiens vivent en République dominicaine, qui compte 11 millions d'habitants. Un enfant vêtu d'un gilet de sauvetage, tenant à la main une fusée de détresse, comme ceux utilisés en mer en cas de naufrage. Cette œuvre du célèbre street artiste britannique Banksy est apparue en mai 2019 sur le mur d'une maison à Venise. Le dessin engagé, porteur d'un message fort, a très vite rencontré le succès, faisant du lieu un passage touristique dans la ville. 6 ans après son apparition, l'enfant migrant de Banksy va être temporairement retiré pour des travaux de rénovation. L'initiative, financée par la banque italienne Banca Ifis, est menée par des restaurateurs d'art afin de préserver l'œuvre en vue d'une future exposition publique. Jeudi à Damas, à l'occasion du forum syro-saoudien, Riyad a dévoilé son plan de reconstruction de la Syrie. Un soutien massif appuyé par la présence à cette rencontre d'une délégation saoudienne de 150 représentants des secteurs publics et privés. Le ministre de l'Investissement a annoncé la signature de plusieurs accords dans différents domaines stratégiques, allant des infrastructures à l'industrie en passant par le tourisme. Au cours de ce forum, nous signerons 47 accords et protocoles d'accords pour une valeur totale estimée à environ 24 milliards de rials saoudiens. Ces investissements annoncés sont estimés à près de 6 milliards de dollars, un gros bol d'air pour le nouvel homme fort de Damas, qui en plus de lutter pour maintenir une relative accalmie, doit trouver des voies et moyens pour sortir son pays de l'impasse économique. Avant l'Arabie Saoudite, c'est le président américain Donald Trump qui a signé lundi un décret levant les sanctions américaines contre ce pays. Les États-Unis ont acté jeudi l'échec des négociations à Doha au Qatar pour un cessez-le-feu à Gaza. Washington dénonce le manque de bonne foi du Hamas au regard de ses conditions pour la conclusion d'un accord. Elle porte sur l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne et des garanties sur la fin de la guerre, entre autres, alors qu'Israël proposait une trêve de 60 jours dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages. Nous travaillons à la conclusion d'un nouvel accord pour libérer nos otages. Mais si le Hamas perçoit notre volonté de parvenir à un accord comme une faiblesse, comme une occasion de dicter des conditions de défaite qui mettront Israël en danger, il se trompe. Les négociations pour un accord de cessez-le-feu piétinent alors que la situation à Gaza est plus grave qu'à tout autre moment de la crise selon l'ONU. Mercredi, les humanitaires alertaient sur la propagation de la faim dans l'enclave palestinienne.